et bienvenue dans le podcast du Quai des Savoirs. On va partir à la découverte ensemble de la science, du monde qui nous entoure. Vaste programme une nouvelle fois. On va, pour être plus précis, aborder tous les sujets de cette émission avec vous, Laurent. Bonjour Laurent. Bonjour Ghislain. Bon, je crois que votre playlist est prête pour la fin de l'émission, ça c'est bon. Elle est au chaud. En deuxième partie de cette grande émission, nous allons laisser place au jeu. Le ludique est très important pour apprendre, Laurent. Exactement, et vous savez, nous au Quai des Savoirs, on a déjà développé un jeu sérieux, un jeu à partir de cartes. Et Marlène, autour de Marlène, on va avoir un beau plateau qui va nous parler du jeu et la culture scientifique et du jeu pour apprendre et pour comprendre. Mariette viendra également nous rejoindre pour sa chronique vue sur le web. On va jouer avec elle avec les emojis, c'est ça ? Oui. Alors vue sur le web et plus particulièrement sur Twitter, parce que Mariette a repéré ma thèse en 3 emojis sur Twitter et elle va nous en dire un peu plus tout à l'heure. Et le premier sujet de ce podcast, Laurent, le bioart, l'art du vivant. On va se sentir vivant pour démarrer cette émission. J'espère bien qu'on va se sentir vivant pendant toute l'émission. Autour de Marina, on a des invités qui vont nous parler du bioart, du biodesign, de tout ce qui est art, architecture inspirée par le vivant. Et je crois que c'est tout de suite après ça. Exactement. Merci beaucoup Laurent pour ce tour d'horizon. Podcast que vous allez suivre donc depuis nos plateformes, les réseaux sociaux, le SoundCloud évidemment, Twitter et quaidessavoirs.fr. Coup d'envoi donc de ce podcast avec vous Marina, bonjour. Bonjour Ghislain, bonjour Laurent. Vous êtes labellisé bio aujourd'hui avec nous. Oui, effectivement, on pourrait dire ça comme ça. Aujourd'hui, on va parler du vivant. On va parler du vivant comme une source d'inspiration pour les artistes, pour les scientifiques. Et pour discuter de ce sujet très vaste, j'ai le plaisir d'accueillir 2 invités. Diane Trouillet, bonjour Diane. Bonjour. Alors Diane, vous êtes artiste, chercheur, vous avez une thèse en biologie cellulaire et moléculaire et vous travaillez à l'interface de l'art, de la science et de la technique à partir des médiums vivants comme le mycélium, le papier bactérien ou encore la spiruline. Vous allez nous en dire un petit peu plus dans un instant. Avec plaisir. Oui. Et j'accueille également Camille Prunet. Bonjour Camille. Bonjour. Donc vous Camille, vous êtes spécialiste en esthétique et en sciences de l'art et vous avez soutenu une thèse intitulée « Le vivant dans l'art, un questionnement renouvelé par l'essor des nouvelles technologies ». Et vous êtes actuellement assistante d'enseignement et de recherche à l'Université Toulouse de Jean Jaurès au département d'art plastique. Exactement. Parfait. Donc pour discuter de ce sujet, je vous propose d'attaquer par vos pratiques artistiques. Diane, vous travaillez actuellement sur un projet qui s'appelle Flash Memory, où vous cultivez littéralement la couleur. Vous pouvez nous en parler ? Alors, je cultive plus particulièrement de la spiruline, qui est une micro-algue. L'idée, en fait, dans ce projet Flash Memory, il s'agit d'un dispositif, une installation artistique où il y a un bioréacteur qui cultive cette spiruline. Donc la spiruline, c'est une microalgue photosynthétique. Donc elle capte le CO2 pour produire de l'oxygène. Et donc je présente ce bioréacteur et en parallèle, je présente des anthotypes. Alors, les anthotypes, c'est une reproduction de photographie très ancestrale qui consiste en fait à utiliser la spiruline comme médium. C'est à partir de ça que va se créer l'image. Donc, je confronte à la fois une image d'archive et une présentification du réel, ce qui me permet de questionner la place du vivant dans notre société. Donc, la seule couleur vient de la spiruline ? Oui, tout à fait. Par la suite, donc la photographie est issue de la spiruline et après, par la suite, je réinscris sur l'image une encre que je fais moi-même à partir de gales de chêne. Voilà. D'accord. Et donc, ce travail a été présenté au Quai des Savoirs dernièrement et il le sera dans le cadre du Festival des Arts Numériques à Saint-Orens. Très prochainement, avec beaucoup d'impatience. Alors, votre travail, Diane, me fait penser à un projet qui est actuellement présenté dans une exposition qui s'appelle La Fabrique du Vivant au Centre Pompidou, le travail d'une artiste qui s'appelle Lia Giraud. Alors, je crois que vous avez eu l'occasion de voir toutes les deux cette expo. Est-ce que vous pouvez nous donner vos premiers sentiments sur cette expo, les œuvres qui y sont présentées ? Parce que tout le monde ne l'a peut-être pas vue. Alors, peut-être oui, je peux commencer sur cette question-là. C'est une exposition qui est une exposition collective qui présente à la fois des œuvres qui appartiennent, on va dire, au design et puis d'autres œuvres qui appartiennent plutôt au champ des arts plastiques. Et aussi quelques projets architecturaux qui s'inspirent de biomimétisme, mais aussi de matériaux écologiques, en tout cas matériaux vivants. L'intérêt pour moi de cette exposition, donc, qui est au Centre Pompidou actuellement, c'est justement
justement qu'elle vient questionner la notion de vivant et comment aujourd'hui les artistes s'emparent du matériau vivant pour questionner la notion de vivant. Après, il y a quelques critiques qui me viennent à l'esprit, mais bon, voilà. Mais je vais écrire là je vais faire paraître une critique sur la revue Point Contemporain sur cette exposition. Donc là, j'aurai tout l'espace pour expliquer en détail. Parfait, on relaiera ça sur le site du Quai des Savoirs. Moi, je te rejoins, Camille, dans le sens où c'est vrai que c'est à la fois une expo incontournable, dans le sens où ça présente des œuvres d'artistes contemporains et des questionnements des designers, des architectes, et à la fois, il y a plein d'approches qui peuvent vraiment être discutées. Moi, j'avoue que pour mon travail, ça m'a permis de voir des œuvres, celle par exemple de Yona Zur, qui est australienne, je l'avais vue qu'en photo, là ça permet de la voir, et de la voir présentée en évolution. C'est-à-dire que là, vous avez des œuvres qui sont présentées, qui sont vivantes. C'est-à-dire qu'on en discutait tout à l'heure, Camille, tu as fait le vernissage, tout à fait. Et moi je l'ai fait un peu après, et l'odeur de l'installation des champignons, par exemple, n'est pas la même, l'évolution des couleurs. Et ça, c'est très nouveau, en fait, de présenter des œuvres. Ça pose des vraies questions sur la monstration, le maintien. La maintenance. Oui, la maintenance. Moi, j'avais trouvé intéressant l'approche de questionner le vivant et de s'interroger. Et si je peux me permettre de citer, parce que j'ai devant les yeux le catalogue de l'exposition. On l'a tous. On l'a tous. Mais pour moi, je trouve qu'il y a une phrase qui vraiment résonne, moi, dans mon travail. Est-ce que j'ai le temps de la lire ? Oui, vas-y. Donc, l'étude d'organismes situés à la frontière du vivant et du non-vivant estompèrent peu à peu la frontière entre la vie et la non-vie, entre la biologie et la chimie. Le vivant se démarque également par ses capacités d'adaptation et sa dimension épigénétique, son indétermination, selon Henri Bergson, sa fluidité morphologique, son imprédictibilité, ainsi que par l'irréversibilité du temps qui le traverse. Et pour moi, ça symbolise vraiment toute la difficulté qu'il y a de travailler avec du vivant. C'est-à-dire, à un moment donné, il y a ce lâcher-prise, cette idée que le vivant... il vous échappe un petit peu. Et il y a cette notion de temporalité, parce que qui dit vivant dit aussi un cycle complet avec une évolution dans le temps. Et du coup, pour un artiste, c'est pas frustrant d'avoir une œuvre qui lui échappe ? Non, pas du tout. Moi, dans mon travail, je cite Eva Hesse, par exemple, ou Michel Blasi, qui travaillent justement avec des médiums organiques ou qui évoluent dans le temps. Je cite aussi Klein, parce qu'il y a ce travail avec l'éphémère, de se dire que voilà, une œuvre, elle évolue dans le temps, il faut accepter ce lâcher-prise. Et je pense que ça permet aussi de réfléchir à notre rapport au vivant, justement. Est-ce qu'on est toujours dans un lien d'exploitation, d'aller tirer justement le vivant comme un usage utile, ou est-ce qu'on est plus dans une collaboration ? Et tout le vivant peut être une œuvre d'art ? Toute matière vivante ? Alors justement, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une intervention extérieure, ça questionne ce qui fait l'œuvre, qu'est-ce qui fait l'œuvre. Et donc, et à qui appartiennent les droits d'auteur ? Alors voilà. Au vivant ou à l'auteur ? Typiquement, c'est des vraies questions qui se posent. Historiquement, alors là, pour le coup, Camille, je pense que dans le domaine du bioart, ça, c'est vraiment des questions qui se posent régulièrement. Oui, c'est une question qui est extrêmement intéressante. Et il y a un livre sur ce point qui est très éclairant. C'est Les coraux de Darwin. C'est le titre de l'ouvrage qui est écrit par Horst Bredkamp et qui, justement, revient sur le travail de Darwin sur des représentations de coraux. Enfin, lui, il considère ça comme des coraux à l'époque. Et voilà, il est réinvesti par le dessin, donc son objet d'étude. Et la position de Bredkamp, c'est de dire, mais est-ce qu'à un moment donné, ça, c'est pas un geste d'artiste ? Et moi, je trouve que c'est vraiment extrêmement intéressant parce que c'est là où on voit que la frontière aussi entre art et science, elle est assez ténue en fait. Parce qu'à un moment donné, pour observer, pour analyser, on observe. Et donc, cette observation, elle fait l'objet de décisions, de choix, etc. Et à quel moment est-ce qu'on n'est pas dans des gestes qui peuvent prendre, on va dire, une coloration artistique, même si elles servent un objectif, bien sûr, scientifique, dans le cas de Darwin. Effectivement, dans l'exposition, c'est une des particularités. Enfin, sont présentées les unes à côté des autres des installations, des œuvres, des projets qui sont parfois issus d'un travail d'artiste, d'un travail d'un laboratoire de recherche, voire d'un laboratoire, un travail entre un laboratoire et un artiste. Et c'est vrai que les uns et les autres sont positionnés les uns comme ça, et on a un petit peu de mal parfois à savoir
y a-t-il une frontière finalement entre les démarches des uns et des autres ? Après, la question est aussi que c'est au cours du 19e siècle que s'est retrouvée marquée la séparation entre art et sciences de manière beaucoup plus flagrante et de manière beaucoup plus forte, enfin 18e, 19e. Et justement, il y a eu une tentative à la fin du 19e de revenir sur cette séparation art et sciences, parce qu'on s'est aperçu que, même si, bien sûr, le courant majoritaire tend à garder une séparation forte entre les deux domaines, parce qu'on s'aperçoit que la frontière est extrêmement poreuse entre les deux démarches, même si, encore une fois, les finalités sont effectivement pas les mêmes, mais qu'il y a nécessité, en fait, de toute manière, à se nourrir. Et aussi bien du côté plasticien, parce qu'il y a toujours eu des artistes pour s'intéresser à des ouvrages scientifiques, que du côté scientifique, puisque il y a toujours eu des scientifiques pour aller chercher du côté de l'imaginaire artistique pour ouvrir l'imaginaire scientifique. Donc le chemin entre artistes et chercheurs, peut-être encore plus que dans d'autres domaines, il y avait vraiment une porosité effectivement encore plus grande dans ce domaine-là. Historique, oui, tout à fait. Alors, on a parlé à plusieurs reprises, notamment Ghislain en début de chronique, du terme de bioart. Alors, du coup, en préparant le plateau, je suis allée regarder dans les banques d'images. Quand on met bioart sur Internet, les premières choses qui sortent, c'est le lapin Alba, le lapin transgénique, exactement. La lapine, la lapine, exactement, Alba. Et c'est vrai que dans l'expo, ou souvent en ce moment, on voit peu de projets finalement avec les animaux, beaucoup avec du végétal, le mycélium, etc. Est-ce qu'on change de courant ? Non, pas du tout. Moi, je pense que c'est un parti pris très clair du Centre Pompidou de ne pas aller sur des endroits qui posent des questions éthiques. Enfin, moi, je le dis très clairement. Pour moi, ils ne vont pas montrer le travail récent, donc, qui pourrait tout à fait s'inscrire également dans cette exposition. Donc, par exemple, de Art Orienté Objet, qui est un collectif français qui a fait une performance en 2011 qui s'appelle « Que le cheval vive en moi », qui est d'ailleurs, on voit des extraits sur certaines plateformes si vous souhaitez les voir, et où en fait Marion Lavaljanté, qui est donc un des membres du collectif, se fait transfuser lors de la performance un tout petit extrait, je tiens à le dire, de sang de cheval. Donc, elle est évidemment, c'est des années de préparation aussi, ça c'est important de le rappeler, avec des scientifiques pour préparer son corps à réceptionner ces données-là. Mais voilà, ça typiquement, on pourrait s'attendre à voir ça, mais c'est effectivement très choquant, je pense pour n'importe qui, d'imaginer un humain se faire transfuser du sang de cheval. Donc, on peut se demander si, c'est pas effectivement, en tout cas, un choix. C'est une manip qu'on avait présentée dans l'expo Humain Demain, parce que justement, Art Orienté Objet avait fabriqué aussi des prothèses pour marcher comme un cheval, et donc l'hypothèse c'était qu'avec du sérum donc c'était un extrait du sang du cheval, l'hypothèse c'était qu'elle allait ressentir en fait les émotions d'un cheval. Mais c'est vrai qu'il y a peu de projets qui mettent en œuvre des animaux dans cette exposition. Moi j'avais une question par rapport à l'enjeu du numérique. Enfin, on parle de numérique aujourd'hui, évidemment. Et donc, est-ce que d'après vous, ce bio-art ou cette manière des artistes, des architectes d'être inspirés par le vivant, est-ce que le numérique, ça a changé quelque chose là-dedans ? Est-ce que c'est quelque chose qui permet d'optimiser, de potentialiser ? Est-ce que ça rebat les cartes ou pas ? Puisque finalement, ce courant artistique, il est né il y a très longtemps. Le courant du bio-art. Oui, il est né dans les années 2000, à la fin des années 90, début des années 2000. Il y a une chose qu'on peut dire, c'est que concernant le bio-art, se pose la question, à savoir si les gens qui ont commencé à avoir ces gestes donc avec l'utilisation de matières vivantes le faisaient en réaction justement à l'art numérique, c'est-à-dire pour rematérialiser, et là je reprends un terme de Jens Hauser qui a beaucoup théorisé sur la question du bio-art, rematérialiser l'objet d'art, l'œuvre. Moi, je pense qu'après, donc cette question d'opposition entre art numérique et bio-art, pour moi, elle n'a pas lieu d'être. Et effectivement, on peut complètement penser les choses plutôt en termes de bio-info, pour le coup, c'est-à-dire de regarder effectivement comment le numérique a amené à une utilisation à grande échelle de manipulation biologique, oui.
On arrive en fin de plateau. Diane, par rapport à cette alerte, cette sensibilisation aux questions du climat, de l'anthropocène, etc., est-ce que vous avez des propos particuliers ou des envies particulières sur les choix des matériaux que vous utilisez, par exemple ? Oui, complètement. C'est-à-dire qu'on vit dans un monde malade. C'est impossible de ne pas céder justement à cette préoccupation qui est totalement perturbante, terrifiante. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour créer à l'heure où, justement, chaque impact de l'homme a un impact sur son environnement ? Et donc, moi, ce que je prône, c'est justement réfléchir à la création à l'heure des enjeux et des responsabilités que l'on a à l'heure actuelle. Merci beaucoup Diane, merci Camille. Merci à tous et à toutes, merci beaucoup. C'est la suite du podcast du Quai des Savoirs dans un instant. On va se retrouver dans quelques minutes après une première pause musicale et c'est Mariette qui sera à nos côtés juste après donc, cette pause avec Vue sur le web. Soyez les bienvenus dans le podcast du Quai des Savoirs. C'est Mariette qui est à mes côtés maintenant pour la suite de cette émission avec Vue sur le web. Bonjour Mariette. Bonjour Ghislain. Mariette, on va prendre la direction de Twitter aujourd'hui avec vous. Tout à fait. Comment faire comprendre son sujet de thèse, Ghislain, quand on a des titres de recherche aussi compliqués que, au choix, la spectroscopie tunnel à très basse température de graphène sur rhénium supraconducteur, ou encore le désormais célèbre, si vous aimez les films de Jaoui Bakri bien sûr, les chevaliers paysans de l'an 1000 au lac de Paladru. Eh bien, il y a 2 mois sur Twitter, le challenge Free Emoji PhD ou Free Emoji Thesis, c'est-à-dire résume ta thèse en 3 emojis. L'emoji, donc les fameux dessins que l'on retrouve qui envahissent le net. Les petits smileys, tout à fait. Un gros donc smiley, ces petits symboles colorés que vous pouvez utiliser pour exprimer un mot, une idée et économiser accessoirement des caractères dans un tweet et qui prennent de plus en plus d'importance pour teinter d'originalité dans nos propos sur Twitter. Et bien certains se sont donc défiés à résumer avec 3 d'entre eux leur thèse. C'était déjà pas facile à résumer en 3 minutes, alors vous imaginez donc avec 3 emojis. Je vous donne quelques petits exemples, là, donc par exemple celui-ci, un sapin, une coccinelle et une flèche qui va vers le haut et vers le bas. Eh bien, ça résume le dentroctone du pin ponderosa dans la limite nord de son aire de répartition. Ah, mais oui, c'est tout évident. à fait. C'est évident. Ça coulait de source. Certains l'utilisent plutôt pour résumer leur état d'esprit, dans beaucoup d'émojis caféine, crâne ou smiley qui crie très fort de frayeur parce que la thèse, quand même, c'est pas une sinécure. Voilà. Un autre petit exemple avec celui-ci. Donc, si je vous montre un petit brin d'ADN, un petit brin de plante et un bras qui fait le costaud, eh bien, c'est tout simplement démêler le contrôle génétique de la résistance des haricots à la fusariose, ne me demandez pas ce que c'est, et de la sécheresse. Voilà. Alors, on va quand même un petit peu jouer. Donc là, je vous ai dit ce que c'était. Mais si je vous montre cet exemple, ça devrait vous plaire. Il y a un emoji bière. Donc, la pinte de bière avec un ordinateur et un graphique, d'après vous,
Qu'est-ce De que ça peut l'influence être des cours de la bourse sur la consommation d'alcool Ah, ça aurait pu. Ça mousse dans le Ah ouais. cerveau. Alors, c'est la métabolomique en temps réel pour l'analyse de la fermentation. Bien Et c'est sûr. pas que la bière, la fermentation, bien sûr. Donc, c'est bien sûr souvent très simplifié à l'extrême. Il n'y a pas des émojis pour chaque discipline ou chaque élément dont on va parler. Mais c'est une initiative plutôt sympa, j'ai trouvé, pour intéresser le grand public justement au monde de la recherche et qui nécessite, mine de rien, beaucoup d'imagination et de concision. Donc. Merci beaucoup Mariette avec un gros emoji. Donc on se donne rendez-vous très prochainement bien sûr pour le podcast au Quai des Savoirs. Salut Mariette. Au revoir. Et on retrouve bien sûr toutes ces références de votre chronique sur le site quaidessavoirs.fr. Allez, place à notre deuxième grand thème de ce podcast au Quai des Savoirs. Depuis 2018, vous le savez certainement, les équipes du Quai des Savoirs conçoivent des jeux de société notamment qui vous permettent de découvrir la science. Le jeu, il va en être question. Avec vous Marlène, bonjour Marlène. Bonjour Ghislain. Aujourd'hui, mes invités sont des vrais passionnés de jeux en tout genre. Jeux de cartes, jeux de plateau, jeux de piste, jeux de rôle ou encore jeux vidéo. Ils travaillent à concilier jeu et apprentissage de contenu sérieux. Alors aujourd'hui, j'accueille Stéphane Teyoma. Bonjour Stéphane. Bonjour. Vous êtes chargé de projet chez Science Animation et surtout joueur et concepteur de jeux de société, pas forcément sérieux, depuis votre tendre enfance. Oui, malheureusement, oui. Pourquoi malheureusement? Parce que je passe pas mon temps à faire autre chose. No life. Oui, exactement. Et Lucie Poirot. Bonjour Lucie. Bonjour. Alors vous avez un profil multifacette au sein de la société de production Le Vent Tourne. Vous êtes conceptrice de jeux, productrice, enseignante et formatrice. Et vous dites du jeu qu'il est structurant dans votre travail. Oui, j'utilise le jeu dans toutes les facettes de mon travail et du coup c'est très structurant. Mais j'ai une vie par contre. Alors du coup on va commencer par une petite définition du serious game ou du jeu sérieux. Pour vous Lucie, ça sert à quoi ? Ça sert effectivement à apprendre, comprendre, comme c'était dit en début d'émission, ce qui n'empêche pas d'en faire de vrais jeux avec quelque chose de vraiment drôle, de vraiment décalé, de vraiment immersif et qui n'est pas forcément quelque chose de casse-pied. Donc c'est un peu le défi de mon existence, de faire des jeux drôles qui permettent de porter des messages, des notions clés, donner envie de changer, enfin voilà. Sérieux mais quand même très drôle. Et vous Stéphane ? Moi, je suis d'accord avec cette définition. Je rajouterais que souvent, le jeu sérieux est associé à un vecteur de pédagogie. On essaye de faire passer à travers ce type de jeu des concepts pédagogiques assez forts. Alors aujourd'hui, on va en parler particulièrement dans le domaine de la culture, mais est-ce que le jeu sérieux, le serious game, c'est nouveau ? Pas vraiment. En fait, ça a commencé par du jeu plutôt très sérieux, puisque le premier qui me vient à l'esprit, qui est un paragon dans son type, c'est le Kriegspiel, en fin de compte, qui a été mis en œuvre par l'état-major prussien au milieu du 19e siècle et qui permettait de faire de nombreux jeux et d'apprendre aux militaires de déplacer des quantités d'hommes astronomiques sur les champs de bataille. Donc ça, c'est un vrai jeu très très sérieux et qui a remporté un certain succès, puisqu'on connaît ce que ça a donné malheureusement par la suite. Ça a commencé en 1871 pour nous, mais avant les Autrichiens avaient pris la pâtée 4 ans plus tôt, les Danois aussi, et puis ça a continué un peu plus tard. Alors, évidemment, c'est rentré sur le terrain du grand public, notamment avec quelqu'un que vous connaissez, qui s'appelle H.G. Wells, le célèbre auteur de science-fiction de l'ère victorienne, notamment, si ma mémoire est bonne, c'est La guerre des mondes et La machine à remonter le temps. Ouais. Et c'est le premier où on a retrouvé des traces de publication de règles de jeu. Donc, alors, c'est devenu du wargame, puisque c'est passé de l'autre côté de la Manche. C'est devenu du wargame et ça continue encore. Il y a beaucoup de gens qui sont passionnés par ce type de jeu sérieux, mais maintenant, il en existe bien d'autres. Vous nous parlez de guerre, il faut forcément passer par la violence pour ramener le jeu ou Non, là j'ai juste cité l'exemple qui venait à l'esprit de jeu très sérieux. Vous me rassurez alors ça. Antidéluvien. On pourrait justement rebondir sur votre jeu Pax Romana, qui est un wargame clairement et qui a été utilisé par des professeurs d'histoire avec leurs élèves au collège. Oui, ça a été une de mes grandes fiertés, puisque c'est un jeu que j'ai édité dans une revue Vaevictis, donc une revue de jeux d'histoire. Et alors, c'est pas vrai.
c'est dans la catégorie Wargame pour le grand public, ça c'est clair. L'idée était de faire passer comme message pédagogique auprès des joueurs les grandes difficultés qu'il y avait à défendre la totalité d'un espace aussi gigantesque que l'Empire romain. Et la pertinence des mécanismes de jeu qui ont été utilisés ont été jugés suffisamment adaptés aux élèves pour être utilisés par les enseignants. Donc du coup, là, on parle d'un public adolescent, on est sur des collégiens. Vous, Lucie, vous travaillez pour quel type de public ? Je travaille effectivement beaucoup pour des adolescents et j'ai enseigné auparavant pendant 8 ans l'histoire géo et j'utilisais déjà beaucoup le jeu. Justement, j'ai aussi fait des trucs de stratégie militaire en jeu. Et du coup, petit à petit, les jeux que je conçois sont vraiment spécifiquement dédiés aux adolescents. Et voilà. Alors on connaît un peu ce public ici au Quai des Savoirs, c'est un public qui est assez difficile à mobiliser, à capter. Est-ce qu'il existe des formats types, des formats qui marchent bien avec les jeunes ? Je vous pose la question à tous les deux. Je dirais que la particularité de ces formats, c'est qu'ils changent très vite et qu'il faut s'adapter très vite parce que l'adolescence change tout le temps. Ensuite, les adolescents, ils sont réputés par les adultes d'être difficiles à capter leur attention en tout cas. Mais une fois qu'on les a, ils sont souvent même un peu trop, ils rentrent un peu trop dedans et ils vont des fois un peu au-delà des espérances des concepteurs. Et la différence entre les filles et les garçons ? Il y en a qui vont plus vite ou pas ? Alors là, je sais pas, je pose la question. Nous Attention, avons une spécialiste des questions de genre autour du plateau, attention. La question me surprend parce que en tant que concepteur ou joueur, je ne me la pose pas. Je ne fais pas attention entre les garçons et les filles. Bravo. Mais c'est une question, par contre, ça m'évoque un peu les grandes discussions qu'ont les concepteurs de jeux de rôle ou des choses comme ça, puisque c'est un domaine où effectivement cette question est très centrale, alors que, il ne faut pas se cacher, hein, la plupart des garçons sont très sensibles au jeu et ont une culture orientée jeu. Donc, ce qui fait que si vous mettez un jeu ou si vous prenez une table lambda de jeu, vous allez davantage trouver des garçons que des filles à l'heure actuelle. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une volonté, ça ne veut pas dire que non plus la culture jeu n'est pas en train de se diffuser déjà depuis plusieurs décennies dans le milieu féminin. Est-ce que vous avez l'un et l'autre des exemples de jeux qui vous ont permis de rendre vraiment ludiques des sujets vraiment sérieux, voire ennuyeux, qui pourraient être considérés comme ennuyeux par les publics? Au sein du Ventourne, qui est donc une société de production spécialisée dans les jeux et les pédagogies innovantes, on a travaillé sur la sécurité routière, sur le gaspillage alimentaire, sur la réduction des déchets à la source, enfin que des thèmes quand même extrêmement durs d'approche et abrupts quand on a 14 ans. Qu'est-ce qu'on fait sur la sécurité routière ? Alors, par exemple, la sécurité routière, on faisait une web-série interactive pour adolescents, où en fait, comme le principe du livre dont on est le héros, toutes les 2 minutes, l'image s'arrête et on choisit la suite en fait, de ce qui va se passer. Et en fait, on avait créé donc une web-série qui était un peu dans le genre de Friends, 5 jeunes en colocation, et qu'on a créé avec des jeunes qui ont participé à la création des personnages, au casting et à l'ensemble du processus, de manière à ce que justement ça parle aux jeunes après. Et on a eu un prix innovation du Festival mondial sur la sécurité routière. Donc du coup, on n'était quand même pas peu fiers de notre petit prix. Et on s'est aperçu qu'effectivement, en utilisant le jeu, la narration, les choses décalées, ça permettait vraiment d'aborder des questions assez centrales pour eux, malgré tout, puisqu'ils étaient tous à avoir envie d'avoir des 2 roues, etc. Donc on était sur une thématique qui intéressait quand même les ados, pour le coup. Plus facile que le gaspillage alimentaire sur lequel je travaille en ce moment. Et pour le coup, le process de conception du jeu est aussi un moyen de motiver les jeunes et de leur permettre d'apprendre en fait des mécanismes ou des contenus. Oui, nous, le parti pris de départ, c'est qu'on ne conçoit pas un jeu pour ados s'il n'y a pas d'ados avec nous dans la conception. Sinon, c'est vraiment le meilleur moyen de faire un flop, selon nous. Enfin, en tout cas, c'est vraiment ce qu'on a développé le plus. Mais est-ce que dans l'utilisation à des jeux comme ça pour faire passer des messages qui ne sont pas forcément très funky à la base, est-ce que vous diriez que le jeu, ça sert plutôt à accrocher l'attention de l'ado, ou est-ce que le jeu, ça peut servir aussi à vraiment faire comprendre des choses et faire passer des messages, enfin, disons, apprendre des choses ? Ça peut être les deux. Effectivement, accrocher l'attention, c'est ce qui paraît le plus évident, le jeu. Mais ensuite, moi, ça fait donc 15 ans que j'utilise le jeu dans la pédagogie. Et je m'aperçois que ce qui a le mieux marché, c'est quand, au sein du jeu, ce dont on a besoin
besoin pour gagner la partie, c'est de connaissances. Et où du coup, finalement, on devient acteur de cet apprentissage-là dans la perspective de jouer, que ce soit drôle, qu'on ait envie de gagner, qu'on ait envie... Et donc, du coup, ça mêle vraiment les deux approches, d'avoir un déclic apporté par le jeu et une envie d'aller plus loin et d'avoir le maximum de connaissances qui peuvent être disponibles au sein de différents supports qui composent un jeu. Donc ça, c'est vraiment une approche auquel on croit beaucoup. Est-ce que vous trouvez des jeunes qui ont envie d'apprendre, mais pas forcément envie de gagner ? Oui. On fait des jeux collaboratifs où justement il faut être à plusieurs pour gagner contre le jeu. D'accord. Mais quand même, dans le côté jeu, il faut quand même avoir envie de gagner. La stratégie à mettre en place, c'est pas forcément gagner contre les autres et écraser les autres, ce qu'on essaye de pas trop faire. Pour soi-même, oui, bien sûr. Voilà. Et ça peut être dans les jeux collaboratifs où on se bat contre le jeu lui-même en fait. Alors vous parliez des jeunes qui peuvent être mobilisés dans la conception. Est-ce qu'il y a d'autres acteurs avec lesquels vous travaillez sur les phases de conception de jeux ? Déjà, nous, on vient nous voir généralement pour produire un jeu. Il arrive que ce soit nous qui le produisons nous-mêmes. Qui vient vous voir ? Ça peut être des chercheurs, par exemple. Là, le mois dernier, on a un chercheur en cartographie qui est venu nous trouver pour développer un jeu sur la cartographie, qui est un thème qu'il trouvait assez abscon pour le grand public, et il voulait trouver un outil qui lui aurait permis d'aller au-devant du grand public et de le sensibiliser à toutes les pratiques qui tournent autour de la cartographie. Et nous, on travaille beaucoup avec des associations qui viennent nous voir avec des jeux qui sont en cours de conception ou qui sont perfectionnés. On fait des choses en ce moment sur l'agriculture bio, par exemple. On fait là avec une association qui s'appelle En Regard, qui vient d'être créée sur Toulouse sur l'éducation à l'image et aux médias. Là, avec l'École des droits de l'homme sur un jeu qui s'appelle République, qui travaille sur la question de démocratie. Et après, nous, on travaille beaucoup avec des partenaires institutionnels. Donc là, en ce moment, on fait, d'ailleurs, on a expérimenté au Quai des Savoirs, un jeu Escape Game sur le gaspillage alimentaire avec le ministère de l'Agriculture. Donc les Escape Games, c'est ces nouveaux jeux, comme l'exposition Luminopolis, actuellement au Quai des Savoirs, qui demandent de résoudre des énigmes et d'être extrêmement investis pour, en temps limité, réussir à relever le défi lancé par le jeu. Et donc là, par exemple, c'est le ministère qui nous fait confiance. Pour terminer, je vous poserai une dernière question à tous les deux. C'est quoi un jeu sérieux qui fonctionne ? Vous avez 4 heures. Ouais, c'était pour terminer. 5 secondes. 4 secondes. 3, 2, 1, merci. Un jeu sérieux qui fonctionne, c'est un jeu qui fonctionne déjà à la base. Il faut que les gens aient pris plaisir à y jouer. Il faut qu'ils aient pas nécessairement retenu le message pédagogique, mais si le jeu est bien conçu, oui, ils auront retenu quelque chose à l'issue de leur partie. C'est évident. Lucie ? Je dirais aussi qu'il faut qu'ils prennent du plaisir pendant le jeu. Et surtout, moi, je trouve que quand c'est réussi, c'est qu'ils ont soit envie d'aller plus loin et d'en apprendre plus, et donc de se dire, tiens, on a vraiment réussi à créer un déclic, une prise de conscience et envie de, par soi-même, y aller encore plus en profondeur dans le sujet. Et sinon, d'avoir envie de continuer à participer à la conception du jeu. Nous, on a souvent des jeux où on met des cartes vierges pour que les gens aient envie de créer des questions complémentaires, où on a des jeux qui se complètent et qui, petit à petit, intègrent les retours de nos jeunes et les envies d'aller encore plus loin et de changer les règles du jeu. Enfin voilà, envie de devenir de plus en plus acteur du jeu, je dirais. Je vous remercie. À bientôt. Merci à vous. Merci Marlène, merci à tous les deux d'avoir joué le jeu du podcast au Quai des Savoirs. Merci. Dernière ligne droite donc de ce podcast. On se retrouve dans quelques minutes, juste après une courte pause musicale. On se retrouve avec Laurent pour sa playlist. À tout de suite.
Merci de nous rejoindre depuis le podcast du Quai des Savoirs sur nos réseaux sociaux et quaidessavoirs.fr. C'est la dernière ligne droite de cette émission. Tout de suite avec la playlist de Laurent. Qu'y a-t-il à voir, à faire, à découvrir? Tant de choses. Avec vous, Laurent, je crois que vous avez eu la même invitation que Marina. En tout début d'émission, on a parlé de la fabrique du vivant. Le vivant dans l'art, le bio-art est à l'honneur pour votre premier coup de cœur. Voilà, on a fait un bus pour monter à Paris pour aller voir cette expo au centre Pompidou, la fabrique du vivant. Donc c'est une exposition, comme on l'a dit en première partie d'émission, qui interroge la transformation du vivant à l'heure des biotechnologies dans le champ de l'art, du design et de l'architecture, à l'ère numérique également. Et donc, autant vous le dire tout de suite, c'est une expo qui vous met dans une ambiance assez étrange où on a parfois du mal à distinguer ce qui est naturel de ce qui est artificiel. Et c'est justement un des propos de cette expo, montrer comment le vivant peut inspirer le monde du design, de l'ingénierie et même de l'architecture. Alors on découvre de nombreuses réalisations, des projets étonnants, on en a déjà un petit peu parlé, à partir d'algues, l'algue est très à la mode chez les bioartistes, des champignons aussi, des mycéliums, on découvre beaucoup de choses qui sont produites en mycélium à partir d'imprimantes 3D notamment. Et là on retrouve aussi certains projets qu'on peut voir sur Toulouse par exemple au Fab Lab Artilect, où le Biolab développe aussi des projets autour du mycélium dans son Fab Lab. Et un des angles passionnants qui a été développé dans cette expo, c'est l'approche historique. C'est là-dessus que je voulais insister, qui fait remonter l'origine de ce courant bio-art science au XVIIe siècle avec l'invention du microscope. Par qui, Ghislain, le microscope? Microscopus? Microscopus, Anthony von Leeuwenhoek. Oh, avec l'accent. Ah, my God. Et les premières représentations dessinées des tentatives de compréhension de l'organisation du vivant. On suit alors l'évolution des sciences de la vie, de leur mode d'exploration et de représentation, qui ouvre autant de perspectives aux artistes d'explorer à leur tour de nouveaux univers visuels. C'est-à-dire qu'on dessine un petit peu comment la nature est organisée et ça produit des nouvelles images et du coup ça donne des inspirations, ces sources d'inspiration aux artistes pour justement développer de nouvelles créations. Alors aujourd'hui, les artistes ont depuis longtemps dépassé la seule dimension visuelle, puisqu'ils travaillent avec de la 3D, ils produisent des objets, ils produisent des matériaux. On n'est pas simplement à faire des petits dessins ou prendre des photographies. Et en travaillant avec les chercheurs, les artistes interrogent autant les processus de compréhension du vivant que l'exploitation des savoirs dans un monde où l'équilibre des écosystèmes est un enjeu majeur. Une sorte d'alliance entre éthique et esthétique au service d'un monde plus durable. Alors si vous passez par Paris, n'hésitez pas à faire le détour par le centre Pompidou pour découvrir cette expo très originale, la fabrique du vivant. On va partir la tête dans les étoiles. En apesanteur, précisément maintenant pour votre nouveau coup de cœur, la revue de l'Observatoire, c'est ça? On va se transformer en Thomas Pesquet, quasiment. Oui, voilà, pourquoi pas. Ça serait chouette, ça. En fait, oui, voilà, je voulais attirer votre attention sur la revue, une revue sur l'espace. Et vous savez à Toulouse combien ce sujet est important. C'est une revue qui est une revue particulière puisqu'il ne s'agit pas de Ciel et Espace, qui est une excellente revue par ailleurs, mais c'est une revue c'est la revue de l'Observatoire de l'espace du CNES. Alors le CNES, on connaît tous, le Centre national d'études spatiales. C'est une revue qui s'appelle Espace, tout simplement, avec un S entre parenthèses parce que c'est l'espace ou les espaces. Tintin, c'est au pluriel. Et donc, l'Observatoire de l'espace, c'est un laboratoire du CNES spécialisé dans la recherche culturelle. C'est-à-dire que vous savez que le CNES travaille sur les lanceurs, il travaille sur les satellites, il travaille sur les programmes spatials, mais depuis l'an 2000, alors est-ce qu'il y a un rapport de cause à effet? J'en sais rien. Mais depuis l'an 2000, ils ont créé un laboratoire culturel autour de l'espace. Donc, c'est un laboratoire qui développe en fait de la recherche, alors avec des philosophes, avec des artistes, des photographes, des plasticiens, pour travailler sur l'espace comme une source d'inspiration, de réflexion, de création, une source d'imaginaire. Et vous savez que l'espace, il suffit de rêver par une belle nuit d'été pour tout de suite voir tout le potentiel imaginaire de l'espace. Alors ceux qui ont eu la chance de voir l'expo Gravité Zéro au musée des abattoirs à Toulouse, Mariette, je sais que vous y étiez, en 2018, l'année dernière, savent de quoi je parle. C'est-à-dire qu'en plus des expos, des résidences d'artistes et des événements pendant les Nuits Blanches à Paris, par exemple, l'Observatoire de l'espace édite donc une revue biannuelle. Il y a 2 numéros par an. Le premier numéro de 2019 vient de sortir sur le thème des géographies mentales. Alors c'est un peu perché, c'est normal, c'est le CNES, il nous emmène en apesanteur à la découverte de ces géographies mentales. Et je sais pas vous, mais moi en tous les cas, je prends mon pied dans ces images de haut vol. C'est perché, ça vous intéresse évidemment. Bon Laurent, on va terminer votre playlist avec un drôle d'animal, le chabot. Le chatbot. Alors, vous connaissiez le chaboté, le chatbot, il n'y a rien à voir, Ghislain, je vous préviens de suite. Le chatbot, en fait, c'est un mot anglais qui signifie chatbot, c'est-à-dire robot conversationnel, chat ou chat de discuter.
Et c'est l'une des nouvelles figures de la culture numérique. Ce fantasme merveilleusement bien filmé par Spike Jonze dans son film Her, où le personnage joué par Joaquin Phoenix tombe amoureux de la voix de son smartphone. Vous savez, c'est donc ça le chatbot. Alors dans la réalité, on est très loin de ce genre de prouesse, parce qu'essayer de tomber amoureux de Siri, enfin bon, après chacun son style. On est très loin quand même de ce genre de prouesse, même si notre psychologie d'hommes et de femmes semble avoir un penchant pour s'attacher aux machines qui communiquent, comme Serge Tisseron nous le rappelle dans une conférence intitulée « Homme-robot, je t'aime moi non plus », qui est à retrouver sur la chaîne YouTube du Quai des Savoirs. Ça, c'était la petite minute d'auto-promo. Alors revenons au chatbot. Si je vous en parle maintenant, c'est à propos d'un nouveau livre qui vient de sortir aux éditions du Pommier, écrit par Serge Abitboul. Et ce titre que j'ai trouvé absolument merveilleux, c'est « Le bot qui murmurait à l'oreille de la vieille dame et autres nouvelles numériques ». C'est un petit ouvrage de vulgarisation qui utilise la fiction dans un futur proche pour nous faire comprendre à la fois les nouvelles technologies du monde numérique et les perspectives qu'elles pourraient ouvrir dans les années à venir. On y parle intelligence artificielle versus intelligence naturelle, véhicules autonomes et questions éthiques, ou encore quoi faire de nos journées lorsque les robots feront tout le travail à notre place. C'est un mélange original et captivant de science et de fiction, orienté vers le futur, un thème qu'on aime bien, vous savez, ici au Quai des Savoirs. Ça s'appelle Le bot qui murmurait à l'oreille de la vieille dame et autres nouvelles numériques, et c'est publié aux éditions Le Pommier. En chair et en os. Laurent, merci beaucoup et à très vite bien sûr depuis le Quai des Savoirs sur le podcast. C'est la fin de cette émission, merci à tous de nous avoir suivis. Vous retrouvez évidemment toutes les références de cette émission sur quaidessavoirs.fr et sur nos réseaux sociaux et surtout, restez curieux, à très bientôt. Salut tout le monde.